Bonjour Emmanuel Guichard, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Ce secteur de la cosmétique qui représente combien d'entreprises, combien d'emplois en France? Alors le secteur de la cosmétique en France représente 160 000 emplois et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est un marché important et qui représente 5% des emballages plastiques en France. Donc vous avez décidé de lancer ce Plastic Act. De quoi s'agit-il? Alors le Plastic Act, c'est un plan d'action pour réduire l'empreinte plastique des entreprises de la cosmétique. C'est un plan très concret, basé autour de 4 R. Vous savez, dans le développement durable, le R est très à la mode. Oui. Donc 4 R, qui est un R de réduction, un R de réemploi, un R d'incorporation de matières recyclées et un R de recyclage. Et ce qui est assez unique, en fait, c'est qu'on est le premier secteur à se positionner, à se doter d'une stratégie concrète et surtout chiffrée à horizon 2025 pour réduire notre empreinte plastique. Alors ça dit quoi? Par exemple, si on prend le premier R, c'est quoi l'objectif? La réduction, donc c'est un objectif de réduction de 15% net de la quantité de plastique à horizon 2025. Donc, comme vous l'avez dit, on représente 5% du volume d'emballage plastique en France, ce qui fait à peu près 55 000 tonnes. Donc, nous, on pense et on est assez certain que notre trajectoire, c'est réduire donc, de 15%, donc réduire de 8 000 tonnes la quantité de plastique mis sur le marché en France lié aux emballages cosmétiques. Le réemploi, c'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif de réemploi, lui, il est très ambitieux. C'est d'avoir, à horizon 2025, 20% de nos emballages qui sont réemployés. Et ce réemploi, alors le réemploi est une famille très large, vous avez la vrac, vous avez la consigne, vous avez beaucoup de dispositifs différents. Nous, on est certain que la clé du réemploi en cosmétique, c'est la recharge. Oui, c'est-à-dire c'est le client qui rapporte le flacon en magasin, par exemple? Pas exclusivement, justement. C'est plutôt la recharge. Donc la recharge, c'est, par exemple, pour le gel pour les mains, c'est quelque chose que vous utilisez assez souvent. Vous avez acheté une première fois un emballage, qui est souvent un bel emballage, costaud, résistant, et vous allez le re-remplir, non pas en retournant au magasin, ce qui est toujours une possibilité, mais en achetant une petite recharge que vous avez qui contient le produit. Et ça, à horizon 2025, quand on tient compte de l'évolution du e-commerce, puisque le e-commerce fait une entrée fracassante dans le secteur de la cosmétique. On est passé de 8% avant la crise à 15%. Il faut que les réemplois soient multicanal. Donc il faut que votre produit, vous puissiez, comme vous le citiez, le re-remplir en parfumerie. Oui, parce qu'il y a des marques qui font ça depuis quelques années déjà. Exactement, il y a des marques qui font ça depuis quelques années. Mais pour le passer à échelle, c'est-à-dire pour être capable d'atteindre 20%, il faut pouvoir avoir ce dispositif de recharge qui sera donc soit dans les points de vente, soit à travers le e-commerce qui arrivera directement chez vous. Alors, je continue les R. Incorporation de matière recyclée, ça consiste en quoi? Alors, incorporation de la matière recyclée, c'est-à-dire que quand vous achetez prenons un flacon de shampoing, le but, c'est substituer la matière plastique vierge qui constitue ce flacon de shampoing par de la matière recyclée. Et au global, donc notre plan d'action, il touche l'intégralité des familles de la cosmétique, c'est-à-dire la cosmétique, c'est très large. On va du dentifrice au parfum, en passant par le maquillage, le soin, la crème solaire. Pour l'intégralité de ces catégories, on pense qu'on sera entre 10 et 25%. Pourquoi est-ce qu'on a 2 chiffres? C'est le seul où on a 2 chiffres dans les objectifs. C'est parce qu'on attend un saut technologique. Et si ce saut technologique a lieu, on aura les 25% sans difficulté. Et le recyclage, pour terminer? Et le recyclage. Alors, notre ambition, c'est d'atteindre 100% de nos emballages qui soient recyclés. Il y a beaucoup de familles sur lesquelles c'est simple. Ce qui va être très délicat, c'est autour du maquillage, puisque les emballages de maquillage contiennent notamment des systèmes de fermeture qui sont métal, des miroirs. Et là, on a un challenge particulier. Est-ce que ça semble, alors même si évidemment pour un grand groupe c'est des investissements etc, mais ça semble beaucoup plus compliqué pour les patrons de PME, les objectifs que vous donnez, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir, et puis surtout quand on essaye, on avait ce débat avec dans le secteur des arts de la table il y a la semaine dernière, quand on essaye de trouver une matière de substitution, parfois ça coûte 2 à 3 fois plus cher. C'est quoi la solution pour les patrons de PME de votre secteur? Alors pour les patrons de PME, et ce plan d'action il leur est en grande partie dédié. Il faut voir que les patrons de PME, ils ne produisent pas leurs emballages. Donc, en fait, ils achètent des emballages à plusieurs fournisseurs. Nous, le premier outil qu'on met à leur disposition, c'est un diagnostic, qui est un outil très simple, qui leur permet de questionner, de challenger en fait leurs producteurs d'emballage, en posant toutes les questions qui vont permettre de se rapprocher
de ces objectifs 4R. Et une grande partie de ce plan d'action a été fait en co-construction avec les producteurs d'emballage, parce que s'il y a une caractéristique de la cosmétique, c'est le Made in France. Nous exportons du produit français. On est le deuxième contributeur à la balance commerciale française avec 10 milliards d'euros d'export. Donc ce qu'on a besoin, c'est que surtout nos futurs fabricants d'emballage, ils soient aussi en France. Et donc toute cette transition, elle va se faire avec eux. Oui, mais à quel coût ? Alors, de toute façon, la transition environnementale, ça a un coût. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. Le but de notre plan d'action, c'est justement de mutualiser, de donner une masse critique pour permettre qu'il y ait des économies d'échelle. Prenons l'exemple, par exemple, des matières recyclées. C'est assez caractéristique puisque nous, on va avoir besoin, grosso modo, de 20 000 tonnes de matière. Notre but, c'est de donner de la visibilité aux recycleurs et de cette façon, on va arriver à générer en fait cette matière et après ça sera plus facile de la repartir et donc ça sera économiquement plus intéressant. Vous avez chargé un cabinet de conseil en transition écologique de ce projet, de vous accompagner dans ce projet. Pourquoi ? Tout d'abord parce que ces sujets de transition écologique sont des sujets très pointus et on avait besoin d'avoir la meilleure expertise disponible. Donc c'est le cabinet Reset qui nous a accompagnés, qui suit un certain nombre d'entreprises dans ce débat-là. Après, l'autre sujet, c'est qu'on avait besoin d'avoir accès aux data confidentielles de chaque entreprise. En fait, on avait besoin, et notamment pour les plus grandes entreprises, d'avoir accès à leur politique d'achat, savoir quelles étaient les innovations qu'ils avaient en stock et comment eux, ils se projetaient. Et ça, c'était beaucoup plus simple de le faire à travers un cabinet expert qui les questionnait que nous-mêmes allons poser ces questions à nos propres entreprises. Oui, effectivement, je comprends la complexité de la démarche, mais je vous pose cette question sur le fait d'utiliser un cabinet de conseil en transition, parce que derrière ça, est-ce que les patrons, les décideurs de ce secteur se sentent suffisamment informés et formés autour de la transition écologique ? Alors, ils sont très sensibilisés au sujet notamment des emballages. Ça, c'est vraiment un sujet clé. Il y a 5 ans, le sujet des emballages était un sujet existant. On en parlait un petit peu dans les médias. Maintenant, c'est un sujet absolument central. Il n'y a pas une journée qui se passe sans une annonce. Donc, sur le sujet des emballages, ils sont conscients. La vraie difficulté qu'on a dans notre secteur, et je pense dans la majorité des secteurs, c'est au niveau de la formation et de disposer notamment de cadres très bien formés sur ces sujets-là. Il y a eu un engouement massif pour ces sujets-là de la part des entreprises et quelque part le dispositif de formation n'a pas encore suivi. Et c'est tout l'enjeu notamment de ces cabinets de conseil qui, eux, ont cette compétence en interne et de pouvoir nous accompagner sur ce sujet-là. Après, il faut voir que la FEBA, on réalise des sondages d'opinion, on sonde quelles sont les attentes des Français vis-à-vis des entreprises cosmétiques. La première attente, c'est que les entreprises cosmétiques doivent contribuer à la protection de l'environnement. Et donc, dans notre secteur, ce sujet-là est effectivement un sujet central pour les entreprises. Est-ce que ça suppose de bouleverser un certain nombre d'habitudes ? Je pense aux échantillons, par exemple. Est-ce qu'il faut continuer de distribuer comme ça des je ne sais pas combien d'ailleurs, ce que ça représente, les dizaines de milliers, centaines de milliers d'échantillons qui sont gratuitement distribués dans les enseignes ? Est-ce qu'il faut continuer ? Alors, c'est un grand débat et l'échantillon, justement, c'est le bon exemple. Nous, ce qu'on vend, c'est des produits qui sont liés à la sensorialité. L'exemple le plus simple, c'est le parfum. Quand vous achetez un parfum, vous l'avez déjà senti. Et il n'y a pas beaucoup de manières de faire découvrir un nouveau parfum. Il y a bien sûr quand vous allez en parfumerie et que là, vous testez, mais en fait, vous allez le tester à un moment et en fait, vous voulez le porter, ce parfum, pour savoir s'il vous plaît ou pas. Et effectivement, la seule façon, c'est l'échantillon. Après, sur l'échantillon, il y a un gros travail de rationalisation qui a été fait et qui continue. Ça a quand même un coût, un échantillon. Donc, de toute façon, c'est pas donné si gratuitement que ça. Et surtout, et c'est dans notre plan d'action, le but, c'est par exemple pour les échantillons de crème aussi, de les rendre recyclables et si possible, de les positionner dans une autre matière que l'emballage plastique. Mais est-ce que c'est toujours possible de remplacer justement le plastique par un autre matériau ? Parce que dans les cosmétiques, vous n'avez pas les mêmes contraintes que l'alimentation, par exemple. Non, justement, c'est très compliqué. C'est pour ça que notre ambition, c'est 15% de réduction. On n'est pas sur une ambition 100% de réduction. On est sur une ambition technique et qui est basée sur les remontées de terrain. Déjà, il y a un aspect assez simple, c'est que les produits cosmétiques ont une durée de vie très longue. Vous parliez de l'alimentaire, un pot de yaourt, finalement, c'est en semaines que se fait sa durée de vie. Nous, les produits cosmétiques, en moyenne, c'est 18 mois.
Donc forcément, il vous faut un emballage qui permette la préservation du produit pendant plus longtemps. Et le deuxième aspect, c'est que les produits cosmétiques sont majoritairement utilisés en salle de bain. Et la salle de bain, il y a 2 grandes caractéristiques. C'est humide, donc effectivement, il faut une résistance à l'humidité. Et le deuxième caractéristique, c'est qu'on est sur une surface qui est dure et donc qui est cassante. Et donc mécaniquement, les emballages cosmétiques étaient, pour la moitié d'entre eux, en plastique, pour avoir à la fois la résistance dans le temps et puis surtout la lutte contre le choc. Et le grand enjeu, c'est justement cette transition. Et pour le dire simplement, et comme pourrait dire ma grand-mère, ne faisons pas de bêtises. Puisque le danger, c'est pas de faire une transition à tout prix et de partir sur d'autres matières, parce qu'on a effectivement cet enjeu de réduction du plastique, mais surtout on a un enjeu qui est vraiment majeur, c'est l'enjeu de la réduction des émissions de carbone. Et donc toutes nos entreprises se sont dotées déjà il y a une année d'un outil qui s'appelle l'outil Spice, qui est un outil public, vous pouvez sur Internet. Et cet outil Spice, il permet de mesurer l'impact environnemental de vos emballages. Et donc quand vous allez décider de faire une transition d'un emballage à un autre, vous pouvez déjà, grâce à cet outil, mesurer quel impact environnemental ça aura. Merci beaucoup Emmanuel Guichard. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat décarboner la santé.